Bienvenue à toutes et bienvenue à tous dans cette masterclass du tarot réaliste. Les masterclass, c'est un petit peu comme une collection à côté du sentier de la formation qui va tout droit et qui avance. Ici, on est dans les savoirs inexplorés. Je vais donner des masterclass toute l'année 2026, a priori 2027 aussi, et ce seront donc des cours spécialisés sur un sujet du tarot, soit une figure d'atout par exemple, parce qu'on peut très bien faire l'histoire d'une figure d'atout, soit sur des sujets pointus ou des questions, des énigmes, des polémiques, des détails du tarot comme ça, des choses que je n'ai pas le temps de développer en formation. C'est ça l'esprit de la masterclass pour moi dans l'école du tarot réaliste aujourd'hui. Celle-ci, elle sera différente de toutes celles qui suivront parce que c'est la première. L'ermite, le vieux sage du tarot de Marseille, voilà comment je l'ai sobrement intitulé parce qu'il n'y a pas de scoop dans ce titre. L'ermite, il y a l'archétype du vieux sage qui est derrière, ça semble assez évident. C'est sur cette ligne directrice qu'on va partir ensemble. Et vous voyez que pour l'aspect esthétique, parce que pour moi l'esthétisme compte aussi beaucoup dans les cours que je souhaite dispenser au public, l'esthétisme ça compte. Vous voyez que j'ai créé un univers pour cette masterclass qui va s'inspirer d'un ermite très connu qui pour moi résonne bien avec l'ermite du tarot de Marseille, même si l'ermite ne représente pas cet ermite-là, mais on n'est pas loin. C'est Saint Antoine. Saint Antoine qui, dans l'histoire chrétienne, religieuse, est tenté par le diable dans sa longue traversée du désert et essaye de résister au malin. Donc on a des très belles peintures en décor, on va dire, de cette masterclass qui font référence à Saint Antoine et au tau, vous voyez, à sa fameuse crosse, à son fameux bâton en forme de T, le tau de Saint Antoine et des Antonins, ensuite l'ordre qui vénérait un culte à ce saint particulier. Soyez attentifs tout de suite au nimbe ou à l'auréole que Saint Antoine a autour du crâne. On va en parler, mais vous ne retrouvez pas cette auréole dans l'ermite du tarot et ni dans les autres figures d'ailleurs. C'est un détail qui est important pour essayer de comprendre ce qu'est l'ermite. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que les historiens de l'art nous rappellent toujours que quand on s'attaque un petit peu à l'art, disons, de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, notamment l'art chrétien, pour comprendre les figures, la porte d'accès principale, ce sont les attributs. Un saint a des attributs, et pour moi, le tarot, à l'origine et pendant plusieurs siècles, fonctionne de cette façon. La porte d'entrée principale, à mon sens, doit être le fait de considérer qu'on a des figures devant les yeux, qui ont été peintes en images ou gravées, selon. Et la porte d'accès à ces figures, pour le décodage symbolique, en premier, ce sont les attributs. Déjà, si vous voyez que l'ermite n'a pas comme attribut une auréole, c'est qu'a priori, on n'a pas la représentation d'un saint. Et déjà, on a comme ça toute une espèce de pan qui s'effondre et on peut se dire, ok, en fonctionnant par élimination, déjà l'ermite du tarot de Marseille ne représente pas un saint s'il peut en évoquer. Vous voyez un petit peu la méthode. Je voulais commencer par un auteur évidemment que vous connaissez, qui est Carl Jung, qui a dit dans sa correspondance cette phrase que je trouve très belle. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur de lui s'éveille. Je trouvais que cette citation était parfaite pour ce module et pour anachroniquement parler de l'ermite. Parce que là, on est au XXe siècle avec Jung. L'ermite, il est très vieux. Mais bien que ce soit anachronique, elle est quand même parfaite, cette citation, pour parler de l'ermite qui, à mon avis, fait les deux. Rêve et s'éveille à la fois. C'est de lui qu'on va parler. Là, je vous montre la figure que vous connaissez sans doute le mieux. Il s'agit du tarot créé par Paul Marteau en 1930 et publié par sa maison d'édition, les éditions Grimaud, qui existent toujours, qui publient toujours des jeux de cartes et des tarots. Cet ermite-là, dans la francophonie, c'est le plus connu des ermites en général. Même les gens ne connaissent que lui. On va voir que des centaines de tarots, voire des milliers sans doute en France, puisqu'on va parler du tarot de Marseille en particulier, eh bien, ont été gravés et imprimés à travers les siècles. Et donc on va voir plein d'autres ermites. Ça va permettre de recontextualiser cette figure. Et l'une des énigmes, à mon sens, qui sera résolue dans ce module, c'est un peu présomptueux, mais je crois que ce sera le cas, ce sera à vous de juger, eh bien c'est le nom de l'ermite, de cet ermite-là. En 1930, Paul Marteau, quand il crée ce tarot-là, destiné à l'usage divinatoire, il faut bien le dire, ce qui n'est pas la fonction originelle du tarot, mais c'est une fonction qui s'est ajoutée au fil des siècles, eh bien, quand il a créé ce tarot qu'il a appelé Ancien Tarot de Marseille,
il a écrit ermite avec un H, ce qui est une espèce d'anomalie pour nous contemporains, pour nous modernes. Pourquoi? Eh bien, d'aucuns, et c'est surtout les ésotéristes et les occultistes du tarot, qui ont eu le rapport dans l'histoire du tarot, eh bien d'aucuns argumentent et apportent le fait suivant. Hermite s'écrit avec un H parce que c'est Hermès Trismégiste en fait qui se cache derrière cette figure. Hermès, le grand dieu ou la figure tutélaire des hermétistes, évidemment, des alchimistes qui se revendiquent de la tradition hermétique. C'est, à mon sens, la raison la plus évoquée, moi celle que j'ai toujours entendue quand j'étais enfant, adolescent, que j'entends toujours maintenant, pour expliquer pourquoi Hermite s'écrit avec un H dans le tarot de Marseille. Mais comme vous allez le voir dans ce cours, parce que je vais essayer de vous le montrer, les choses ne sont pas du tout aussi simples que cet apport simpliste. C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, Hermès est tenu dans la tradition hermétique dès l'Antiquité tardive et le début du Moyen Âge, mais surtout pendant le Moyen Âge classique, pour être l'auteur de la Table d'Émeraude, le grand texte hermétique, dans lequel il est dit notamment que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, etc., etc. Vous connaissez cette phrase. L'ermite ne dirait sans doute pas ça, l'ermite chrétien. Je m'avance un peu. S'il est chrétien, il ne dirait pas que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, mais c'est parce que Hermès est païen, donc il peut dire ça. Moi, je le comprends bien, je raisonne bien avec le paganisme. Pour ceux qui m'écoutent un peu, vous savez que je ne suis même pas baptisé, donc je n'ai entre guillemets rien contre la religion chrétienne ou contre le catholicisme, mais je n'en suis pas. Donc moi, je raisonne bien avec ce qu'on appelle animisme et paganisme, j'aime bien ça. Mais je dois bien avouer, quand j'étudie le tarot, que l'ermite est une figure chrétienne quand même, et qu'un chrétien ne dirait pas que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, surtout pas il y a quelques siècles. Ce qui est en haut, c'est Dieu, c'est parfait. Ce qui est en bas est corrompu, c'est le péché d'Adam. Donc déjà, vous voyez que je propose moi quand même déjà une espèce de dissonance qui va peut-être créer une dissonance cognitive dans l'esprit de certains. Mais il y a quelque chose de dissonant, hein. Le christianisme, ce n'est pas le paganisme, hein. C'est vraiment pas la même chose. Hermès, lui, plus libre, pouvait dire ça. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ça résonne, quoi. En introduction, eh bien, on va remonter à l'Italie des origines, puisque c'est un acquis aujourd'hui dans, disons, la connaissance qu'on peut avoir du tarot, que le tarot est une œuvre italienne à l'origine. Même l'iconographie tarot de Marseille a des origines italiennes, milanaises, lombardes notamment. Et on va voir ce qu'était l'ermite au tout départ. Avant d'être un ermite chrétien, il était un vieil homme. Donc, je le disais en introduction, on peut faire l'histoire du tarot, mais on peut aussi faire l'histoire de chaque atout. Parce que chaque figure d'atout, chaque image dans ces 22 figures déployées au-dessus des cartes numérales dans le tarot, chaque atout a sa propre histoire. Et l'ermite tout particulièrement, parce que lui, au fil du temps, il est passé d'une figure allégorique à une autre, proche, mais distincte, pas la même figure. Et donc c'est l'histoire de cette métamorphose que je vais vous raconter aujourd'hui. Je ne sais pas si je prends par exemple l'empereur, et que je fais une masterclass sur l'empereur, je pourrais pas vous faire l'histoire d'une métamorphose, non. Parce que l'empereur, du début à la fin des 6 siècles d'histoire du tarot, c'est l'empereur. L'empereur, il est resté l'empereur, il n'a pas connu de métamorphose. Donc il y a certains atouts, certaines figures comme ça qui, elles, se sont métamorphosées. La maison Dieu, typiquement, métamorphose. L'ermite, et puis il y en a quelques-unes comme ça, vous voyez. Donc avec l'ermite, moi je vais vous raconter une évolution. On ne peut pas toujours faire ça, mais quelquefois on peut, et moi ça m'intéresse, alors c'est ce que je vais vous proposer. Et cette histoire, elle commence en Italie, bien sûr, qui est le berceau du tarot, l'Italie du Nord, la Toscane, sans doute, au XVe siècle. Donc dans la première partie de ce qu'on appelle en histoire de l'art la première Renaissance italienne. Le tarot à cette époque est encore appelé jeu des triomphes par les usagers, par ceux qui l'utilisent, c'est un jeu de cartes méditatif aussi, parce qu'on regarde les images allégoriques et puis on philosophe avec, bien entendu. Ce n'est pas encore un oracle à ce moment-là. Et les Italiens, autant dans les cours princières que dans la rue, entre guillemets, parce qu'il y a déjà des tarots économiques au XVe siècle, eh bien, jouent au jeu des triomphes. Et les triomphes, ce sont les atouts que les occultistes ou ésotéristes ont appelés arcanes majeures, les figures d'atout. Si vous dites triomphe ou atout, c'est bien.
Ça désigne bien la nature de ces cartes qui triomphent dans le jeu sur toutes les autres. L'un de ces triomphes eh bien, est justement un triomphe du temps. C'est un thème dans l'art romain et italien en particulier. À cette époque, au Moyen-Âge et à la Renaissance, le thème des triomphes, la mort triomphe par exemple sur tout ce qui est ici-bas, mais Dieu triomphe sur la mortalité, le temps triomphe sur etc. etc. Il y a des triomphes et dans le tarot on en trouve quelques-uns. Et on trouve un triomphe du temps qui est appelé vecchio en italien, donc le vieil homme, le vieillard. Et c'est l'ancêtre de l'ermite. Je vais vous le montrer. Les premières iconographies italiennes montrent la figure suivante, un vieillard fort barbu, l'échine voûtée, hein, le dos bossu comme ça par le poids des ans. Donc ils l'appellent gobbo aussi les Italiens, le bossu. Nous on dirait voûté plutôt parce que bossu ça renvoie à la maladie pour nous. Mais bon, ça passe. Il a une canne à la main pour s'aider à marcher, évidemment, comme un vieil homme. Et puis il a un sablier dans l'autre main, donc le symbole du temps qui passe. C'est une allégorie du temps que chaque mortel ici-bas subit, le passage du temps. Avant de vous le montrer, je tiens à rappeler ceci, hein. Les Italiens appellent donc cette figure gobbo, le bossu, le voûté, ou tempo directement le temps, ou vecchio, le vieillard, hein, en Toscane, il est pas mal appelé comme ça. Et il annonce et il rappelle le triomphe du temps sur chaque créature de Dieu. Donc ça nous rappelle un petit peu le thème des memento mori, des Romains de jadis, hein, de l'Antiquité. Les Latins disaient memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, souviens-toi que le temps passe et que tu n'es qu'un mortel. Et donc, vis et agis en conséquence. Là déjà, on a vraiment quelque chose qui pour moi est dans l'ermite en termes de symbolique. L'ermite qui arrivera plus tard, il a gardé le memento mori pour moi, hein. Il est celui, le sage, qui se souvient que le temps passe et il essaye de vivre en conséquence. Mitelli, dans son tarocchino, ce sont des petits tarots avec moins de cartes numérales que les grands tarots, c'est un Italien, un créateur italien, eh bien, il mettra d'ailleurs le sablier du temps qui passe dans la main de la mort, lui. Donc on a un triomphe de la mort, qui est en 13 ou en 14 souvent dans le tarot, et un créateur italien lui mettra le sablier du temps qui normalement est dans la main du gobbo, du vecchio, vous voyez? Au XVIIe siècle, il fera cette espèce de transport. Donc vous voyez cette carte de tarot magnifique avec même un tombeau nubien, une petite pyramide qui symbolise sans doute un tombeau à la nubienne ou à l'égyptienne dans le fond. Ceci dit, dans l'Antiquité romaine, il y avait aussi certains tombeaux qui étaient coiffés comme ça, me semble-t-il, avec un petit pyramidion comme ça. Et on a la morte, comme l'appellent les Italiens, qui dans le tarot de Marseille en général n'est pas nommé, par superstition sans doute, parce que la superstition était très forte en France, plus qu'en Italie, sur le nombre 13, à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance. Et voilà le gobbo, le vecchio, le vieillard. Donc là, vous avez vraiment l'ancêtre de l'ermite devant vous. Vous voyez, c'est pas le même style iconographique évidemment que le tarot de Marseille. On est dans des tarots peints à la main, enluminés, donc des commandes très chères qui ont été commandités par de riches princes. Ici, on est dans un tarot milanais des années 1457 environ, en plein 15e siècle, à la moitié. Et on a là, et je vous montre, le plus ancien vecchio, le plus ancien ancêtre de l'ermite. Il s'agit de l'allégorie et du triomphe du temps. Le temps qui passe et qui fait que les personnes deviennent vieilles et qu'elles ont besoin d'une canne à la fin de leur vie pour marcher. D'ailleurs, il y a un retour souvent chez les, je dirais anciens, mais ce sont les médiévaux ou les renaissants, hein, quand je dis anciens dans ce cours. Chez les anciens, chez les vieux Italiens, il y a un retour, c'est-à-dire que très souvent on trouve que les vieillards sont comme les petits bébés. Hein, les petits bébés ont du mal à marcher, le vieillard, à la fin de sa vie, il redevient une espèce de petit bébé, il oublie, il n'a plus trop de connaissances, il sait plus trop parler, il a du mal à marcher, on a une espèce de boucle qui se forme comme ça. Il y a un petit peu les deux symboliques, hein. Soit le vieux sage qui n'a pas du tout oublié et qui est plein de son savoir, soit celui qui est un peu sénile. Voyez ce que les Italiens appellent gobbo. En fait, ça peut passer, on peut ne pas s'en apercevoir. C'est pour ça que ce que vous avez devant les yeux, c'est une œuvre d'art, une figure d'atout, une image qui en vérité est extrêmement symbolique et codifiée, sauf qu'en fait, dans ce style qu'on appelle le gothique international, c'est pas du tout comme le style tarot de Marseille. À cette époque, tout était symbolique, mais le symbole n'était pas exprimé de la même façon par l'artiste. Et donc, il y a tout un travail à faire pour essayer de comprendre ces images, et c'est à mon avis auprès des historiens de l'art qui s'en occupent que c'est le mieux de le faire. À partir du moment où on s'est fait expliquer en fait par quelqu'un une image aussi simple,
prétendument que ce que vous pensez avoir devant les yeux, on a l'impression d'une image simple. En fait, il y a une infinité de petits détails à remarquer qui nous passent à côté des yeux si on les voit pas. Et c'est un apprentissage. Et regardez qu'en fait, il est voûté. Vous voyez, moi, pendant longtemps, je l'ai regardé, ce vecchio, sans voir qu'il était voûté. En fait, il est complètement bossu. C'est ça, c'est le gobbo. Il est voûté par le poids des ans, par le poids de son âge, et donc la tête, elle est vachement en avant. Voilà, c'est tout simple, mais c'est un marqueur, disons, eh bien, de son âge, de sa vieillesse. La longue barbe, le sablier dans une main, la canne dans l'autre, très bien.